Moi, je suis très heureuse de vous présenter Gianmarco Giuliana. Il est à présent chercheur postdoctoral au sein du projet de recherche ERC Consolidator Grant, piloté par Massimo Leona, ayant pour titre FACETS, Face Aesthetics in Contemporary E-Technological Societies. Il a publié plusieurs articles dans des revues internationales de sémiotique et aussi il a beaucoup publié pour la Digital Games Research Association. En 2020, il a dirigé Meaning Making Extended Reality, Senso et Virtualità chez Arachne dans la collection I Saggi di Lexia. À toi la parole. Donc je disais, une des premières choses qu'on vous fournit lorsque vous ouvrez un logiciel pour créer un jeu vidéo en 3 dimensions à travers Unity, qui est un des programmes les plus utilisés au monde, c'est, comme vous pouvez voir dans cette image, c'est bien entendu un espace. Le même vaut quand vous utilisez un logiciel beaucoup plus simple comme RPG Maker. Vous avez de suite un espace. Dans le monde des jeux vidéo, il y a un rôle très spécifique qui est celui du level designer. Donc, il faut créer, bien entendu, ce n'est pas comme dans un film où il faut créer tous les espaces, il n'y a aucun espace. Et d'ailleurs, il y a même des architectes qui s'occupent de faire, comment dire, supervisionner le travail dans les jeux vidéo. C'est le cas d'un des jeux que Enzo a déjà cité, de la série d'Assassin's Creed. Et quand il y a eu l'incendie à Notre-Dame, par exemple, eh bien, on avait pensé la possibilité d'utiliser la reconstruction de l'espace de Notre-Dame pour aider la vraie reconstruction de Notre-Dame dans la réalité, pour reconstruire les parties qui étaient perdues. Dans les études sur les Game Studies, ça ne devrait pas nous surprendre, l'espace est aussi, c'est-à-dire les premières études qui ont commencé entre la fin des années 90 et les années 2000 sur les jeux vidéo d'un point de vue académique, l'espace était central. Un des livres les plus cités, les plus célèbres, c'est Hamlet on the Holodeck. Non seulement on parle de cyberspace, mais l'holodeck, pour ceux qui ne connaissaient pas Star Trek, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est cette pièce, cet espace où tous les espaces sont possibles, qui justement vient utiliser comme métaphore. Encore, Jenkins, le très célèbre Henry Jenkins, utilise une métaphore spatiale pour parler de la narration dans un jeu vidéo. Il propose d'abandonner l'idée classique de narration pour parler de architecture narrative. Et d'ailleurs, vous voyez sur l'image ici un des jeux vidéo les plus connus au monde, de Sims, qui justement s'occupe de créer des espaces. Même ceux qui ne jouent pas aux jeux vidéo typiquement connaissent et aiment The Sims. Encore, Espen Arset, un des plus grands on va dire, étudiants, c'est le fondeur des études sur le Game Studies, fondateur, dans un article très célèbre de 2017, pour affronter le sujet de la différence entre une fiction et une simulation, eh bien, il utilise la métaphore des portes et des labyrinthes, puisque dans une réalité virtuelle, tous les labyrinthes sont des vrais labyrinthes pour la simple raison que rien ne dit qu'on n'en sortira jamais. Et que si on n'arrive pas à la différence d'un film ou d'un roman, n'a pas d'intérêt à lui donner gratuitement la solution, ou à ne pas nous la donner, peu importe. Il y a des genres vidéoludiques qui sont basés sur l'espace. Open World, c'est cette idée de monde à pair, au monde ouvert, excusez-moi, ou encore les Metroidvania, qui sont justement des mondes connectés. J'ai mis en gras ici une définition, avec des parties moins accessibles et où il y a bien sûr la valeur de l'exploration. Donc ça veut dire que, comme aussi bien on pourrait avoir envie de jouer à un jeu, rien qu'en fonction du genre d'expérience spatiale qu'on a envie d'avoir. Et je reviens sur un terme que très justement, Enzo disait était insatisfaisant, l'idée de immersion, qui dans la psychologie est souvent divisée en 3 différentes parties. Et une de ces 3 parties, c'est justement le sense of self-locations. Donc c'est vraiment l'idée de savoir où on se trouve. Donc l'espace est absolument central dans la métaphore de l'immersion. Alors dans les 3 dernières années, je me suis occupé dans mon travail de doctorat justement de définir des critères formels pour reconnaître ce qu'est une réalité virtuelle d'un point de vue sémiotique, c'est-à-dire pour pouvoir utiliser les instruments sémiotiques sur ce particulier type de texte et je dirais même sur ce qu'est ce particulier effet de sens, puisque de mon point de vue, une réalité virtuelle est avant tout un effet de sens. Et dans le livre que citait Maria Giulia, par exemple, les questions comme le virtuel, le potentiel, Hugo Voll, il s'est occupé justement de réfléchir sur cette distinction, sur la façon dont la sémantique du virtuel a changé
dans nos sociétés contemporaines et qui justifient le nom de réalité virtuelle. Mais nous n'avons pas le temps, bien sûr, de rentrer dans le détail de tout ça. Donc, pour faire des exemples assez simples, Super Mario Bros. Est sans aucun doute une réalité virtuelle. On va pouvoir se bouger, on va devoir s'orienter, on va devoir faire tout un tas de choses. Mais une réalité virtuelle, c'est aussi Reaping Rewards, qui n'est pas un jeu proprement dit, mais qui est un produit qui ne peut être vécu qu'avec le casque, où on incarne la mort, et où il faut s'approcher de patients qui sont proches de la mort et leur prendre la main pour leur donner, on va dire, un dernier salut pour les faire mourir. Donc ça n'a rien à voir avec un jeu, c'est une expérience artistique, mais c'est une réalité virtuelle, car comme vous pouvez le comprendre, s'approcher de quelqu'un, c'est déjà, bien entendu, ça demande un espace, lui prendre la main de même. Au contraire, une vidéo à 360 degrés comme ce clip musical d'Avicii, ou encore l'épisode très célèbre de Black Mirror Bandersnatch, c'est-à-dire des expériences interactives, ne sont pas des réalités virtuelles. Et encore une fois, je dis ça justement parce que, comme en Allemagne, l'idée d'interaction est en fait très pauvre. Ça ne veut rien dire qu'une réalité virtuelle, c'est un texte où on interagit. De même, un logiciel, Word, Unity, va avoir toute une série de caractéristiques, mais ce ne sont pas des réalités virtuelles. Alors ensuite, le sujet de l'expérience, eh bien, je dirais que dans les dernières 15 années environ, la sémiotique a aussi recommencé, même si sporadiquement, et on va dire en la prenant et en la laissant, à parler d'expérience et à réfléchir sur la façon dont la sémiotique pouvait analyser l'expérience. Est-il possible pour la sémiotique d'analyser l'expérience? C'est un sujet dont nous n'avons pas le temps de parler non plus, mais je vais, juste pour préciser mon approche, je vais dire que pour moi, l'expérience, du moins de mon point de vue de recherche, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était d'étudier la meaningfulness, comme on appelle en anglais, c'est-à-dire la signifiance, c'est-à-dire pourquoi il y a cet effet de sens, c'est-à-dire pourquoi il y a cet effet subjectif de dire je suis dans un espace, je suis là. Et donc, c'était partir des discours, des faits, des pratiques et des expériences scientifiques de la psychologie et des neurosciences, justement sur l'espace, par exemple, pour comprendre, pour déconstruire cette expérience à travers une perspective sémiotique. Donc, là, ça veut dire déconstruire pour trouver, d'un côté, la capacité du joueur de retrouver dans le virtuel les éléments constitutifs de son réel. C'est pour ça qu'on dit qu'il est émergé. Hein. C'est parce qu'il arrive à retrouver ces éléments. Et s'il arrive à les retrouver d'un point de vue sémiotique, c'est parce que le texte est capable d'accueillir cette projection du joueur empirique, en chair et en os. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que dans le cadre des réalités virtuelles, c'est que tout cela crée un régime de vérification de la crédulité. J'utilise ici crédulité comme un terme très spécifique. Dans perse, ce serait le belief, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est absolument fausse. Il n'y a aucun doute sur le fait que ce soit faux, et pourtant, il n'y a aucun doute sur le fait que nous ne pouvons pas nier que c'est vrai. Pour faire comprendre très facilement ce genre d'expérience, je raconte toujours la première fois où j'ai essayé un casque de réalité virtuelle, on m'a fait essayer un produit où en fait on était sur le toit d'un immeuble au 60e étage. Moi, dans la réalité, je souffre de vertige et donc je ne m'attendais pas du tout à ça. Et je me suis retrouvé là, et j'ai commencé à voir les jambes qui tremblaient, le cœur qui battait, à transpirer. Il était complètement impossible pour moi de me dire c'est faux. C'était complètement impossible puisque mon corps n'était pas d'accord avec mon interprétation consciente. Et c'est bien entendu le corps qui avait raison. Donc j'ai trouvé extrêmement intéressant pour une sémiotique d'essayer de comprendre, d'aller au-delà des explications neuroscientifiques et psychologiques pour voir, comment dire, analyser ces aspects-là. Donc, de ce côté-là, Maria Julian me dira si j'ai raison ou pas, mais on va dire que je suis assez d'accord sur le fait que ma sémiotique et mon approche, ça a été, ça ressemble du moins à cette idée, par exemple, d'analyser l'image d'un point de vue dialogique et du façon dont ce dialogue se relationne avec l'espace de l'observateur. Eh bien, moi, j'ai fait le même par rapport à l'expérience des réalités virtuelles. Dans le cadre de l'espace, il s'agit donc de comprendre la spatialité. Et en termes de continuité d'un côté, donc l'idée d'être dans un espace et l'idée que mon espace réel continue dans un espace virtuel, mais comme l'a très bien dit Pierluigi Basso en ouvrant ce séminaire, un concept clé ici, c'est la transformation, puisque cet espace doit se transformer, bien entendu. Ce n'est pas le même. Alors, je reprends ici Massimo Leone, et justement pour faire la distinction entre le temps et la temporalité en sémiotique, pour avoir une ontologie d'un côté. Et il dit eh bien, que c'est la rencontre d'un côté ontologique avec le côté linguistique, avec le langage. Eh bien, dans le cas de la spatialité, c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est la possibilité
d'attribuer des catégories comme l'horizontalité, la profondeur, la verticalité, de reconnaître des distances, de penser des trajectoires et des tactiques, et même de reconnaître un espace personnel et interpersonnel sur la base d'un support qui est justement l'écran ou l'aire de jeu dans le cas des technologies de la réalité virtuelle. Alors il y a deux dimensions qui me semblent très importantes, qui sont distinguées et pourtant reliées. C'est deux dimensions sémiotiques. D'un côté, cet espace de la réalité virtuelle, c'est un espace visuel, et d'un autre côté, cet espace, c'est un espace social. Alors, du côté de l'espace visuel, il va s'agir de comprendre cet effet de sens du point de vue d'une série d'oppositions entre un espace clos et un espace ouvert, un espace plat et profond, et discontinu et continu. Nous allons voir de suite de quoi nous parlons. Eh bien, si on retourne en 1972, c'est-à-dire au début des jeux vidéo dans leur acception commerciale, donc Pong, le jeu par excellence, hein, nous pouvons très bien voir, et même encore mieux à côté, d'après moi, Grand Track 10, la façon dont cet espace était absolument plat, il était absolument clos, il était absolument discontinu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail prothésique pour essayer de faire, bien sûr, sentir la personne dans l'écran. Cet espace, il se donne à nous en part entier. Hein, vous regardez la piste, nous avons tout de suite devant nous toute la piste, il n'y a rien à découvrir de cet espace. Et bien sûr, il est plat puisqu'il n'y a pas de tridimensionnalité. Et pourtant, dans les mêmes années, d'autres jeux, d'autres textes avaient déjà commencé à travailler proprement sur le point de vue pour donner à un espace qui, pourtant, d'un point de vue technologique, était tout le temps en 2D. Bien sûr, le 3D n'existait pas encore dans les années 70. Et pourtant, c'est à travers le point de vue qu'avec Maze War, Night Driver ou encore Battlezone, nous avons la naissance d'un nouveau point de vue à l'intérieur des jeux vidéo que le cinéma, dans les dernières années d'ailleurs, a commencé à copier. C'est ce qu'on appelle en anglais le first person shot, c'est-à-dire ce n'est pas une subjective cinématographique, c'est complètement différente, puisque la subjective cinématographique, elle se construit après avec plusieurs points de vue, alors que là, nous en avons un seul. Et en 1992, un des textes les plus intéressants à étudier, c'est Wolfenstein 3D, où vous voyez que d'un côté, l'espace est absolument 2D, il n'y a aucune profondeur, et avec une technique qui s'appelle le raycasting, on va commencer à donner l'illusion d'espace tridimensionnel. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que si vous regardez bien, ce qui se passe, c'est qu'on va introduire un élément de médiation de l'espace qui est notre visage. C'est justement l'idée que nous n'avons pas un accès à l'espace en tant que tel, sinon à travers notre visage, et les réalités virtuelles vont utiliser cette interface pour donner une expérience de réalité. Encore, une autre technique qui va être utilisée, c'est ce qu'on va appeler une vision isométrique, c'est-à-dire on va prendre un espace 2D et on va le soulever, le déplacer pour lui donner une illusion de profondeur. Bref, tout cela pour vous faire voir comment on va essayer, bien avant les possibilités technologiques, et réussir à créer des effets de profondeur dans l'espace à partir du travail sur les points de vue et sur l'interaction. C'est ainsi que ces espaces vont devenir extrêmement réels. Battlezone est ici un exemple que j'aime beaucoup citer, car comme vous pouvez le voir dans l'image, il y a des montagnes et le jeu est en première personne. Et on commençait en fait à dire qu'au-delà des montagnes, il y avait un secret. Alors comment faire pour savoir si dans cet espace, ce secret existait ou il n'existait pas? Eh bien la seule façon c'était d'y aller, ou mieux, c'était d'essayer d'y aller, puisque cet espace en réalité il n'existait pas vraiment. Mais cela n'a pas empêché la rumeur. Dans les jeux vidéo, bien sûr, et tous les joueurs essayaient d'arriver à cet espace. Justement parce que l'espace pouvait donner cette illusion, cet effet de profondeur. Donc on commence à avoir des espaces qui ont des secrets. En 1980, Adventure va d'ailleurs créer le premier easter egg de l'histoire, c'est-à-dire le premier secret, puisque le créateur du jeu ne va pas être reconnu comme le vrai créateur du jeu, et on ne veut pas mettre son nom sur la cassette, puisqu'à l'époque, les jeux vidéo n'étaient pas considérés comme des textes qui étaient culturellement importants. Alors lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, à l'intérieur de tout un schéma de l'espace, il va créer une pièce que seulement très peu de joueurs, en faisant des opérations très complexes sur l'espace, vont pouvoir trouver. Donc ça va aussi ouvrir à une des valeurs principales des réalités virtuelles, qui est l'exploration. En 1980, cet espace va encore une fois, toujours dans la même année donc, va aussi devenir encore plus réalistique, puisque là où on avait un espace fixe,
en précédence, nous allons créer un algorithme qui va créer à chaque partie un espace différent. Ça va être la naissance d'un genre qui s'appelle le roguelike. Et justement, encore une fois, vous pouvez très bien le voir, l'espace est absolument central dans tout ça. Il va y avoir donc l'idée pour les joueurs, comme valeur aussi centrale de cette expérience, que l'espace, il faut l'explorer et qu'on peut l'explorer en appliquant des catégories, toutes les catégories de notre réel. C'est absolument un point central. Quand on parle par exemple de la verticalité dans les jeux vidéo, un jeu comme Super Mario, ou ici vous voyez Sonic, eh bien c'est justement quand vous jouez, vous êtes toujours dans la situation de penser qu'est-ce qu'il y a au-dessus de moi. Eh bien cette pensée, c'est exactement une des parties fondamentales du jeu vidéo. Encore, les lieux vont être conçus comme interconnectés entre eux et il va falloir se rappeler des lieux. Dans un genre que justement nous avons vu en précédence, qui était le Metroidvania, qui vient principalement de Castlevania Symphony of the Night, en 97, et encore plus récemment dans Dark Souls. En fait, on va avoir la création d'espaces où le joueur peut bouger librement, mais pour bouger librement, il faut qu'il se rappelle où il a déjà été et où il doit aller. Cet aspect qui n'a rien à voir avec l'image en elle-même, mais qui a à voir avec justement l'aspect cognitif, avec l'aspect de faire une projection de nous-mêmes dans l'espace, eh bien c'est ça qui va donner la vérité de ces espaces. Et c'est ici que je voudrais poser ce qui me paraît à moi l'aspect théorique plus important pour la sémiotique appliquée à l'espace, c'est justement l'idée que l'espace ne puisse pas être, non seulement, comme disait Pierluigi, limité à la scène, mais il ne peut pas être non plus limité à l'image. Puisque ce que vous voyez ici, c'est deux des premiers jeux reconnus comme tridimensionnels, Virtua Fighter sur la gauche, Toshinden sur la droite. Alors, d'un point de vue graphique, c'est des jeux qui ne sont absolument pas différents, et non seulement, même d'un côté technique, ce sont des jeux qui sont pareils. Ce sont les premiers jeux tridimensionnels. Cependant, pourquoi le deuxième est reconnu dans l'histoire des jeux vidéo comme le premier jeu vraiment tridimensionnel? Eh bien, c'est parce que lorsque vous jouez à ce jeu-là, vous avez la possibilité de faire un pas de côté. Ce pas de côté va vous permettre de faire des esquives qui, bien entendu, sont autrement impossibles. Donc, vous allez raisonner sur 3 plans. Vous ne les voyez pas, puisque l'image est absolument la même dans les 2 cas, mais c'est justement de devoir raisonner sur la profondeur, ce qui va donner l'effet, l'impression de profondeur. Et il va se passer, nous voyons ici ce qui se passe en général, avec une crise des simulacres, d'une théorie du simulacre dans l'audiovisuel, que Paolucci en 2017 a très bien introduit, justement en parlant de prothèse de la subjectivité, c'est-à-dire ce que nous pensions, c'est souvent par rapport, par exemple, à l'idée que dans l'image de droite, ici, la première personne, nous allons dire un jeu, alors que dans l'image de gauche, nous n'allons pas dire un jeu, c'est complètement faux, puisque dès le moment où nous avons de l'interaction, nous sommes le personnage, et en première et en troisième personne. Ce qui va changer, c'est le genre d'accès à l'espace. Et ce que nous allons trouver plus réalistique, c'est un accès à l'espace qui va être, réduit, qui va nous obliger à faire plus d'opérations, plus d'inférences, plus de déductions, car nous avons moins de vues que dans une troisième personne. Ce qui est notre condition phénoménologique, bien entendu, du défaut, même si vous faites attention, ce n'est pas une vraie première personne, puisque par exemple, nous n'allons pas avoir de vision périphérique, ce qui pourtant, dans notre réelle expérience phénoménologique, existe et est complètement central. La psychologie, elle aussi, en fait, dans ses expériences, démontre ça en disant que, par exemple, l'aspect spatial du sens de l'espace ne change pas dans les joueurs entre une première et une troisième personne. Donc, encore une fois, ce n'est pas ces éléments, on va dire, plus formels de l'image qui peuvent nous faire comprendre complètement les effets de sens. Alors, à propos de traduction, je suis content que ce soit venu tout à l'heure, il y a en effet une traduction à tous les effets. Et ce n'est pas un point de vue sémiotique où on parle de traduction peut-être trop facilement, souvent, mais c'est les sciences cognitives qui nous démontrent ça, encore une fois, puisque lorsque vous examinez un cerveau qui bouge dans une réalité virtuelle, ce que vous allez voir, c'est qu'en effet, ce sont les mêmes zones du cerveau qui normalement seraient activées dans une réalité physique. Donc, l'hippocampe va faire beaucoup de travail pour nous aider à nous orienter. Donc, bien entendu, de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Sauf que l'activité neuronale de l'hippocampe dans une réalité virtuelle est complètement différente de l'activité neuronale qui existe dans la réalité physique. Donc, il y a bien une traduction,
notre cerveau ne marche pas de la même façon, même si nous avons l'impression que ça marche. Et c'est bien entendu parce qu'il y a une sémiose, une traduction de sémiose. Alors, en revenant au sujet de ce 3D, justement, l'idée de cette profondeur de l'espace va continuer avec des expériences. Vous voyez sur la gauche Harry Potter, comme un monde 3D s'arrête à l'improviste avec un mur, hein, et avec l'idée de jeux qui vont toujours plus nous donner cette idée de profondeur. Ici, c'est Zelda Breath of the Wild, mais aussi Death Stranding, c'est-à-dire de jeux où l'espace est complet, et nous, en regardant au loin, nous pouvons faire un véritable programme narratif. Nous pouvons vraiment dire, je vais arriver là en passant par là, par là, par là, et il ne va y avoir absolument rien en travers de notre chemin. Nous allons pouvoir rejoindre les endroits les plus loin. Donc c'est vraiment cette idée du projet, cette idée de l'action qui va déterminer le sens de réalité, des réalités virtuelles. Et cela est possible car, comme dans le cas de Minecraft, un autre jeu extrêmement populaire et qui a eu beaucoup de succès, ces espaces sont des espaces mathématiques, sont des espaces où même le ciel, la hauteur du ciel, la profondeur, tout a un chiffre, tout a une dimension, tout est calculable. Et d'ailleurs, une des pratiques les plus célèbres dans le monde des jeux vidéo, c'est justement d'essayer de dépasser ces confins, d'essayer d'aller au-delà du dernier bloc du ciel. Out of boundaries, c'est ce qu'on appelle ça en anglais. Et j'aime ici parler d'un livre qui s'appelle récent, 2017, toujours, Riccardo de Fassone, qui travaille à l'Université de Turin, et qui utilise la métaphore de l'île pour expliquer justement le sens des jeux vidéo, car l'espace est absolument central, et cet espace est toujours questionné. Alors la sémiotique, elle avait travaillé sur un seul type d'espace, en fait. Et ce type d'espace était justement l'espace de l'interface. L'espace de l'interface, car comme vous voyez sur l'image, sur les deux images à droite, donc la différence entre Pac-Man et Myst, les années 80 et les années 93, dans les jeux vidéo, il s'était passé quelque chose, c'est-à-dire on avait commencé à annuler tout ce qui était le cadre, en fait, hein, en sémiotique, tout ce que Numarin appelle le cadre, pour essayer d'avoir un aspect toujours plus continu et direct avec l'image. Donc, en reproduisant une continuité avec l'espace à travers une continuité avec l'image, en travaillant sur l'interface. Et Ruggero Righelli et Fausto Colombo, dans le texte visible, dans ce livre de 96, justement, utilisent Myst pour, en parlant d'un espace représenté, un espace représentant et d'un interspace, pour analyser justement la façon sémiotique dont cette continuité existe. 10 ans après, Agatha Meneghelli reprendra cette idée de débrayage, donc en reprenant entre guillemets, la vieille théorie de l'annonciation, vieille dans le sens où elle n'était pas spécifique pour l'audiovisuel, on n'imaginait pas une énonciation sans simulacre, en disant que justement les effets d'immersion vont se passer entre le cadre, ce qui est en dehors de l'image, et ce qui est dedans l'image. En réalité, dans mon travail, donc 10 ans après, puisque ma thèse de master était en 2017, justement, je vais montrer que cette approche ne marche pas, puisque dans les jeux vidéo, cette idée de transparence, cette idée en relation avec l'immersion, qui est un phénomène, un effet de sens, eh bien, elle va constamment changer. Les jeux vidéo vont constamment réduire le nombre d'éléments d'un côté sur l'écran. Vous voyez sur la gauche, comme tout ce qui aurait été représenté en bas sur la droite, dans le cas de Doom, fait partie de l'image. Et ensuite, parce que nous avions le problème de devoir juger que dans un jeu comme World of Warcraft, un célèbre jeu online avec plusieurs millions de personnes, nous sommes moins immergés, nous sommes moins dans le texte que dans le jeu de gauche, ce qui, bien sûr, n'avait pas, ne pouvait pas être prouvé. Ça ne pouvait être qu'une hypothèse sur la base d'une théorie de l'énonciation. Au contraire, ce qu'on se rend compte, c'est que la continuité de l'espace, c'est justement une continuité d'un côté avec l'image et de l'autre côté avec l'agir sur l'espace. C'est de là le pouvoir de l'espace de créer une subjectivité, c'est-à-dire de nous faire penser à des choses. C'est pour ça qu'il s'agisse du jeu sur la gauche, où justement c'est un jeu de parcours, hein, donc il n'y a aucune raison d'avoir une interface, ou sur le jeu de la droite, où au contraire, normalement, en sémiotique, nous dirions qu'il y a une interface, qu'il y a un cadre. Eh bien, au contraire, dans les effets de sens, dans les discours, ces deux jeux sont très célèbres pour avoir rejoint le même degré d'immersivité dans l'espace. Et la raison, c'est justement que tous les instruments sur l'écran de droite servent à agir dans l'espace. Alors, nous parlions avant du visage comme interface. Eh bien, cela est vrai aussi dans les réalités virtuelles, car justement parce qu'il y a traduction, notre corps a souvent du mal à s'adapter à la réalité virtuelle. C'est ce qu'on appelle la motion sickness.
c'est-à-dire nous sommes malades, très simplement, dans une réalité virtuelle, eh bien, une des solutions qui a été inventée, les plus efficaces, c'est de mettre un nez au milieu de l'écran. C'est-à-dire de reproduire encore une fois l'interface réelle de notre accès phénoménologique à la réalité dans une réalité virtuelle. Donc, contre l'idée d'une continuité totale de l'image, au contraire, on obtient le degré maximum de vérité, justement en faisant une traduction explicite et pas seulement implicite. Enfin, ces espaces que nous avons vus, ces espaces, eh bien, on va travailler pour justement faire arriver le joueur là où avant il n'arrivait pas. C'est-à-dire dans ce qui est le background du jeu, dans tout ce qui n'était pas considéré comme monde valable. Vous voyez ici l'image. Hein. Donc, au départ, on ne pense pas du tout que sur le fond de l'image, il y ait quelque chose. Et en fait, oui, c'est une partie du jeu. Dans Feds, un jeu de 2007, nous avions la possibilité de tourner une image 2D de façon à la rendre 3D. Et encore, dans plusieurs jeux, à partir de 1988, on va avoir la possibilité d'énoncer sur l'espace, de détruire l'espace, de détruire ces éléments, puisque justement les interactions dans les réalités virtuelles, eh bien, ce sont des actes d'énonciation. Eh bien, donc de laisser les marques, des traces de notre agir sur cet espace. Donc, cet espace visuel, il va, et je conclus, il va devenir, bien entendu, aussi un espace social. C'est-à-dire que analyser une réalité virtuelle, ça veut dire pouvoir prendre en compte, comme justement le proposait Fontani, toute une série de différents niveaux sémiotiques jusqu'au niveau des stratégies. Alors, en Italie, il y a cet exercice qu'on fait faire dans les écoles aux enfants, la distinction entre un espace public et un espace privé. Eh bien, justement, les réalités virtuelles permettent exactement d'avoir aussi d'autres oppositions entre le public et le privé, le collectif et l'individuel, et le centre et la périphérie. Ils le permettent tout d'abord à travers une proxémique du virtuel, hein, c'est-à-dire l'idée qu'il y a à avoir ce qu'on appelle des objets qui vont rentrer dans l'espace péripersonnel du sujet, qui est un phénomène cognitif, pour lequel, quand un objet est trop proche de nous, nous avons une réaction immédiate, par exemple, de sursaut. Donc ça va être le degré zéro de notre corps, de notre espace privé. C'est pour cela d'ailleurs que même dans une réalité virtuelle, il y a des problèmes, par exemple, d'abus sexuels par rapport aux femmes, c'est-à-dire qu'on peut vous mettre une main dessus, vous n'êtes pas là, et pourtant, quelqu'un peut vous mettre très mal à l'aise en faisant ceci. C'est justement parce qu'on travaille, parce que cette image, elle va rentrer dans votre espace péripersonnel. Mais il va y avoir aussi des constructions sémiotiques beaucoup plus élaborées. Par exemple, dans le jeu GTA, vous pouvez acheter une maison dans cette ville, et cette maison, il n'y a que vous qui pouvez y accéder, donc c'est un espace privé, individuel, et elle va avoir un coût. Vous pouvez dire, oui, j'habite dans le quartier le plus beau, c'est un quartier au centre, et où il y a effectivement, dans le centre de cette ville, il va y avoir beaucoup plus d'événements, donc la maison va être beaucoup plus chère, et si vous vivez en périphérie, eh bien, vous allez devoir prendre des transports pour aller dans tous les événements. Donc vous voyez que les constructions sémiotiques de l'espace sont très complexes en reproduisant exactement ce côté social de l'espace qui est fondamental. De même, il va y avoir des espaces privés qui vont être collectifs, si PowerPoint veut bien, et qui vont être des espaces où justement je peux voir seulement les gens que je choisis de voir. Donc c'est ce qu'on appelle une gilde, où vous pouvez être seulement, c'est un espace où les autres ne peuvent pas accéder, mais où seulement certains qui forment un groupe peuvent accéder. Enfin, nous allons avoir des véritables espaces publics, et cela explique le tourisme, par exemple, dans Minecraft. C'est-à-dire, vous allez pouvoir explorer des villes, et vous allez pouvoir les explorer, et avec le Covid, bien sûr, il y a eu une explosion, comme vous savez, du tourisme virtuel, et aussi dans la réalité virtuelle. On voyait des villes de cette façon-là, et vous alliez pouvoir visiter cette ville d'une façon très réalistique, non pas parce que la photographie était réalistique, puisque le jeu n'est pas photoréalistique par choix, mais parce que vous aviez, cette ville, vous avez un niveau plastique, chromatique, eidetique et topologique qui va être reproduit sur une échelle de 1 à 1, qui va être copié. Vous aviez un niveau figuratif, bien sûr, les configurations sémantiques ne vont pas changer, mais à cet espace, vous aviez d'un côté un accès prothésique au corps, c'est-à-dire le point de vue, justement, que je vous disais, l'interface du visage, et vous avez aussi un agir énonciatif, c'est-à-dire que la ville de Paris, dans Minecraft, peut vous apprendre effectivement quel est le trajet, par exemple, le plus court d'un point A à un point B. Lorsque vous faites du tourisme virtuel sur un site web, vous n'avez pas cette possibilité, puisque vous n'avez pas la possibilité d'avoir un temps discret et un espace discret, et vous n'avez pas non plus cette possibilité dans le cinéma, ou même dans les produits en réalité virtuelle avec le casque, à 360 degrés, puisque vous ne bougez pas vraiment dans un espace.
Vous bougez en fait de photogramme en photogramme, qui ont été choisis pour vous, qui ont été découpés pour vous. Donc, c'est-à-dire, vous n'allez pas avoir de syntaxe de l'espace. Ça, c'est le cas, par exemple, degli Uffizi di Firenze. Vous n'avez aucune idée de combien de temps vous pouvez mettre pour aller du premier tableau au dernier. Et ça, c'est le cas des autres villes américaines, justement, dans les produits en réalité virtuelle. Alors, je conclue en disant que tout cela permet aux espaces de réalité virtuelle d'être extrêmement réels, aussi parce que, justement, vu ces conditions extrêmement complexes et intéressantes, de mon point de vue, eh bien, nous pouvons organiser cet espace. C'est la raison pour laquelle les joueurs organisent, par exemple, des funérailles. Ça fait environ 15 ans qu'il y a des enterrements dans les jeux virtuels, des vrais enterrements, c'est-à-dire des gens qui meurent dans le monde réel, et ensuite on leur fait leur enterrement dans la vie réelle. Tout cela est possible parce qu'il y a une disposition de l'espace possible. Hein. On peut travailler sur le figuratif, on peut travailler sur le proxémique. De même, en Italie, par exemple, beaucoup de gens se sont mariés sur Animal Crossing, puisqu'on ne pouvait plus aller dans les églises, mais rien ne vous empêchait de recréer votre espace, d'inviter, de même faire un dress code pour tous vos invités, et de recréer votre petit mariage personnel. Même du point de vue des manifestations politiques, Black Lives Matter a eu sa propre version dans les réalités virtuelles, et encore les mouvements pour les droits des animaux, PETA, ont dans Animal Crossing, par exemple, leur manifestation, ce qui prouve bien la réalité sociale de ces réalités virtuelles. Je conclus vraiment avec ce passage que nous avons eu qui me semble extrêmement intéressant entre l'idée d'une réalité virtuelle comme dans 82, nous pouvions nous dire Tron, c'est-à-dire la réalité virtuelle c'était le monde dans l'écran, c'était le monde de l'ordinateur. Dans les années 90, vous pouvez voir dans cette image, les personnages sortaient de l'écran et ils vous prenaient. On ne savait pas si on allait rentrer dans l'écran ou c'était eux qui allaient sortir. Et dans le discours publicitaire aujourd'hui sur les jeux vidéo, l'espace du virtuel est complètement intégré dans l'espace du réel. Merci.